La baronne a jeté le testament dans la cheminée, sous les yeux de la servante en riant de sa détresse. Elle pensait avoir réduit l'avenir de la jeune femme en cendres, mais son erreur a été d'oublier la mallette que l'avocat avait laissée à la forge. Ce que personne ne savait, c'est que le véritable document n'était pas sur le papier, mais caché sous un double fond de cuir que le feu ne pouvait pas atteindre. Rosa risque le fouet pour avoir osé réclamer son héritage, mais elle sait que le règne de la baronne touche à sa fin. À la fin de cette journée, la vérité va éclater devant tout le village, et la riche veuve perdra absolument tout. Le silence dans le grand salon de la Fazenda das Gameleiras était plus lourd que la chaleur de l'après-midi. On n'entendait que le crépitement du bois de jacaranda dans l'âtre et le sifflement d'un serpent d'air s'échappant des bûches. La baronne Margarida, les mains encore tachées par l'encre du document qu'elle venait de froisser, regardait les flammes dévorer les dernières volontés de son mari. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs, brillants d'une rage froide, celle de ceux qui sentent le pouvoir leur échapper. En face d'elle, Rosa restait debout. Les mains croisées sur son tablier de coton rugueux, la jeune servante ne baissait pas les yeux. Elle sentait l'odeur du papier brûlé, une odeur âcre qui lui piquait la gorge, mais elle ne bougeait pas d'un cil. Elle voyait les lettres calligraphiées du baron de Trerios se tordre et noircir avant de disparaître à jamais. Repara Nisso. Certains appellent ça du privilège, mais c'est de la cruauté pure, avec un nom et un titre de noblesse. La baronne se tourna vers Rosa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire de prédateur. Elle savait que sans ce papier, Rosa n'était rien de plus qu'une pièce d'inventaire de la ferme, une esclave de maison dont la liberté venait de s'envoler en fumée. La Fazenda das Gameleiras, nichée dans le creux du Ribeirão das Almas, était un empire de café, de sueur et de secrets. Le baron était mort depuis 3 jours seulement, et déjà, les masques tombaient. Margarida savait que les coffres étaient vides, que les dettes s'accumulaient, et que les créanciers de Rio de Janeiro commençaient à frapper à la porte. Le testament était son seul salut, car il mentionnait des terres qu'elle voulait vendre au plus vite. Mais le testament disait aussi une vérité qu'elle ne pouvait pas accepter. Rosa n'était pas qu'une servante, elle était la fille légitime du baron. L'injustice a commencé bien avant cette flamme. Elle a commencé quand la baronne a compris que son mari, sur son lit de mort, avait décidé de réparer une vie de péché. Mais Margarida n'était pas femme à laisser la morale ruiner son rang social. Elle s'approcha de Rosa, si près que la jeune femme pouvait sentir l'odeur de lavande et de décomposition qui émanait de la vieille aristocrate. Sans un mot, la baronne leva la main et gifla Rosa de toutes ses forces. Le bruit sec résonna dans la pièce vide. Rosa ne tomba pas. Elle sentit le goût du sang dans sa bouche, mais son regard restait fixé sur la cheminée. Elle savait quelque chose que la baronne ignorait. Elle se souvenait du visage de l'avocat, le docteur Arnaldo, quand il était venu à la ferme une semaine plus tôt. Il n'avait pas l'air d'un homme qui confie tout son destin à une simple feuille de papier. Le baron de Trerios était un homme dur, mais il connaissait sa femme. Il savait que Margarida était capable de tout pour garder les apparences. C'est pour ça qu'il avait organisé cette rencontre secrète à la forge, loin des oreilles indiscrètes de la maison principale. Mestre Bento, le vieux forgeron, avait été le seul témoin. Rosa se rappelait avoir vu l'avocat sortir de la forge avec une mallette de cuir noir. Mais quand il était reparti vers la ville le lendemain, la mallette n'était plus avec lui. La baronne pensait avoir gagné en brûlant le document original, mais elle venait de déclencher un mécanisme qu'elle ne pourrait plus arrêter. Margarida ordonna alors à Rosa de sortir. « Va-t'en d'ici, créature, retourne à tes chiffons. Tu n'as plus de nom, tu n'as plus de père. Demain, tu seras vendu avec le bétail pour payer les dettes de cette maison. » Rosa fit une révérence maladroite, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que chaque seconde comptait. Elle devait atteindre la forge. Elle devait parler à Mestre Bento. Mais alors qu'elle franchissait le seuil de la cuisine, elle vit le régisseur, un homme brutal nommé Vidal, qui l'attendait dans l'ombre du couloir. Vidal n'était pas un simple employé, il était le bras armé de la baronne, celui qui faisait taire les murmures dans les plantations de café. Vidal attrapa Rosa par le bras, serrant ses doigts comme des étaux de fer. « Où crois-tu aller comme ça? La maîtresse dit que tu as volé quelque chose. »« Des bijoux !» C'était le deuxième coup, une accusation mensongère pour justifier son enfermement.
La baronne voulait s'assurer que Rosa ne parlerait à personne avant que la vente des terres ne soit conclue. On la traîna non pas vers la cuisine, mais vers le vieux cachot situé sous les fondations de pierre de la maison, un endroit humide où l'air sentait le salpêtre et l'oubli. Jetée au sol, Rosa entendit le verrou de fer se refermer avec un bruit sinistre. Elle était seule dans le noir. Mais dans sa poche, ses doigts rencontrèrent un petit objet froid. Un médaillon de fer qu'elle avait ramassé dans la poussière de la forge le jour de la visite de l'avocat. À l'époque, elle pensait que c'était un simple déchet, un morceau de métal sans valeur. Mais en le palpant dans l'obscurité, elle sentit une forme étrange, une petite saillie, comme une clé miniature soudée au disque. Elle se souvint alors des paroles de maître Bento. « Le feu dévore le papier, Rosa, mais il ne peut pas effacer la marque du fer. » Pendant ce temps, à l'étage, la baronne Margarida savourait sa victoire apparente. Elle servit un verre de vin de Porto, ses mains tremblant légèrement. Elle devait agir vite. Le docteur Arnaldo, l'avocat, ne reviendrait pas. Elle s'était assurée qu'il tombe malade pendant son voyage de retour, un mal de ventre soudain après un dernier café partagé à la ferme. Elle pensait avoir éliminé toutes les preuves. Le testament était en cendres, l'avocat était hors d'état de nuire, et la seule héritière gênante était sous les verrous. Mais une pensée l'obsédait. Pourquoi l'avocat était-il allé à la forge? Qu'est-ce qu'un homme de loi avait à faire avec un forgeron qui ne savait ni lire ni écrire? Elle appela Vidal. « Va à la forge, fouille chaque recoin. Si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à un document ou à un coffre, apporte-le-moi. Et assure-toi que le vieux Bento ne dise plus un mot. » Vidal hocha la tête, ajustant son fouet à sa ceinture. Il aimait le travail bien fait, surtout quand il s'agissait de briser la résistance des anciens. Il sortit dans la nuit qui tombait sur la vallée du Paraíba, les grillons commençant leur concert assourdissant. Dans son cachot, Rosa ne se laissait pas abattre par la peur. Elle connaissait cette maison mieux que quiconque. Elle l'avait nettoyée, polie, parcourue pendant des années. Elle savait qu'il existait un conduit d'aération, une petite ouverture qui donnait sur le jardin des herbes aromatiques. Elle grimpa sur les pierres glissantes, ses ongles s'arrachant sur la roche brute. Elle devait sortir. Elle devait prévenir maître Bento avant que Vidal n'arrive. La tension montait dans l'air comme avant un orage d'été. La fazenda das Gameleiras semblait retenir son souffle, comme si les arbres eux-mêmes savaient que le sang allait couler. Rosa parvint à se hisser jusqu'à l'ouverture. Elle vit la silhouette massive de Vidal se diriger vers la forge, une lanterne à la main. Le temps jouait contre elle. Si Vidal trouvait la mallette avant elle, tout serait fini. Elle se glissa hors du conduit, retombant lourdement dans les buissons de romarin. Elle courut, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre battue. Elle contourna la grande maison, évitant les patrouilles des gardes qui surveillaient les entrepôts de café. Elle arriva à la forge juste au moment où Vidal y pénétrait. Elle se cacha derrière un tas de charbon, le cœur battant si fort qu'elle craignait que le régisseur ne l'entende. À l'intérieur, la lumière de la lanterne dansait sur les murs noirs de suie. On entendit le bruit des outils que Vidal renversait, cherchant désespérément quelque chose. Maître Bento était assis dans un coin, imperturbable. « Où est-ce qu'il l'a mise, vieux fou ?» hurla Vidal. « L'avocat. Il a laissé quelque chose ici. Donne-le-moi et tu vivras peut-être assez longtemps pour voir le soleil se lever demain. » Bento ne répondit pas. Il continuait de fixer le foyer éteint de sa forge. Rosa, de l'extérieur, vit Vidal lever son fouet. Le premier coup claqua, un son sec qui déchira le silence de la nuit. Bento ne poussa pas un cri, mais Rosa savait que le vieux ne tiendrait pas longtemps. Son regard balaya la forge depuis sa cachette. Elle cherchait la mallette. Elle cherchait ce que le docteur Arnaldo avait pu cacher dans un endroit si improbable. C'est alors qu'elle remarqua une anomalie. L'enclume. Elle n'était pas à sa place habituelle. Elle semblait avoir été déplacée de quelques centimètres, laissant une trace fraîche sur le sol de terre battue. Rosa comprit soudain. Le secret n'était pas dans un tiroir ou sous une latte de plancher. Il était là, sous les yeux de tous, protégé par le poids du fer. Mais comment une jeune femme seule pourrait-elle déplacer une enclume de 200 kilos alors qu'un homme armé se tenait à 2 pas d'elle? Vidal s'impatientait. Il attrapa Bento par le col de sa chemise en lambeaux. « La baronne n'a pas de patience, et moi non plus. Dis-moi où est la mallette. » À ce moment-là, un cri strident de faucon déchira la nuit,
distrayant Vidal pendant une fraction de seconde. Rosa en profita pour se glisser vers l'arrière de la forge, là où les murs de bois étaient disjoints. Elle devait faire diversion. Elle devait attirer Vidal loin de l'enclume, loin de Bento. Elle ramassa une lourde barre de fer et la jeta violemment contre les seaux d'eau à l'autre bout du bâtiment. Le fracas fut assourdissant. Vidal se retourna brusquement, lâchant le forgeron. « Qui est là ?» cria-t-il en sortant son pistolet. Il se dirigea vers le bruit, quittant le centre de la pièce. Rosa savait qu'elle n'avait qu'une chance. Elle se glissa à l'intérieur de la forge, ses yeux cherchant désespérément une confirmation de ce qu'elle venait de deviner. Bento croisa son regard. Ses yeux étaient injectés de sang, mais il y avait une lueur de triomphe en eux. Il désigna l'enclume d'un signe de tête imperceptible. Rosa s'approcha. Elle ne pouvait pas soulever l'enclume, mais elle remarqua une petite fente à la base du socle en bois, une fente qui correspondait exactement à la forme du médaillon qu'elle tenait dans sa poche. Ce n'était pas une clé pour une porte, c'était une clé pour un mécanisme. Mais Vidal revenait déjà. Ses pas lourds faisaient craquer le sol. Il avait compris que le bruit était une ruse. Rosa sentit la sueur couler le long de son dos. Elle n'avait plus le temps de se cacher. Elle inséra le médaillon dans la fente et tourna de toutes ses forces. Un clic métallique résonna, presque couvert par le bruit des bottes de Vidal. Le socle de l'enclume pivota légèrement, révélant un compartiment creusé dans le bois massif. À l'intérieur, enveloppée dans un sac de toile cirée, se trouvait la mallette de cuir noir du docteur Arnaldo. Au moment où Rosa saisissait l'objet, l'ombre de Vidal s'allongea sur elle. Il était là, sur le pas de la porte, son visage déformé par un sourire cruel. Alors, c'était donc ça. La servante joue les voleuses. La baronne sera ravie de voir que j'ai trouvé l'objet et la coupable en même temps. Il pointa son arme directement sur le cœur de Rosa. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Rosa n'avait plus peur de mourir. Elle avait déjà tout perdu, sauf cette vérité qu'elle serrait contre elle. Et alors que Vidal s'apprêtait à presser la détente, un bruit sourd se fit entendre derrière lui. Maître Bento, avec le peu de force qui lui restait, avait saisi une masse de forgeron. Le coup ne toucha pas Vidal, mais il frappa le montant de la porte, faisant s'effondrer une partie de la toiture de chaume et de bois pourri. La poussière et les débris remplirent la pièce, créant un écran de fumée improvisé. Rosa n'hésita pas. Elle se jeta à travers l'ouverture qu'elle avait utilisée pour entrer, la mallette serrée contre son flanc. Elle courait maintenant vers les bois de la Serra do Taquari, là où les chiens de la ferme ne pourraient pas suivre son odeur facilement. Elle entendait les cris de Vidal derrière elle, les ordres qu'il hurlait aux autres gardes. La chasse était ouverte. Mais Rosa savait que tant qu'elle tenait cette mallette, elle tenait la vie de la baronne entre ses mains. Elle s'enfonça dans la végétation dense, ignorant les épines qui lui déchirèrent la peau. Elle devait atteindre le village. Elle devait trouver le capitaine Vidal, l'autorité locale qui, malgré son nom, n'avait aucun lien de parenté avec le régisseur et était connu pour son respect strict de la loi. Mais la route était longue et l'orage qu'elle redoutait commença enfin à éclater. Des éclairs zébrèrent le ciel, illuminant la silhouette de la fazenda das Gameleiras, qui semblait maintenant une forteresse maudite. La pluie se mit à tomber en torrent, transformant les sentiers en rivières de boue. Rosa glissa, tomba, se releva. Elle ne lâchait pas la mallette. Elle sentait le seau de cire noire à travers la toile cirée, une promesse de justice. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la baronne Margarida, en apprenant sa fuite, avait décidé de passer à l'étape supérieure. Elle n'allait pas seulement la capturer, elle allait l'éliminer. Elle envoya un message à un groupe de mercenaires qui rôdaient dans la région, des hommes sans foi ni loi qui ne posaient pas de questions tant qu'on les payait en or. La consigne était simple, récupérer la mallette et s'assurer que Rosa ne soit plus jamais revue. Alors que Rosa s'enfonçait dans la forêt, elle entendit un son qui lui glaça le sang. Ce n'était pas le tonnerre, c'était l'aboiement lointain, mais distinct, des chiens de chasse de la ferme, des bêtes entraînées pour traquer les fugitifs à travers les marais et les montagnes. La baronne avait lâché l'émeute. Rosa regarda la mallette. Elle se demanda un instant si tout cela en valait la peine. Mais en pensant à Bento, à son père qui avait voulu se racheter, et à tous ceux qui souffraient sous le joug de Margarida, elle resserra sa prise. Le feu n'avait brûlé que du papier. La marque du fer, elle, allait bientôt être révélée. Mais comment allait-elle ouvrir cette mallette? Le médaillon n'était qu'une clé pour le compartiment, pas pour le cuir lui-même.
Elle ignorait que le véritable secret n'était pas à l'intérieur de la mallette, mais imprimé à même sa structure. Une épreuve de force et d'intelligence l'attendait, alors que les chiens se rapprochaient et que les premiers mercenaires commençaient à encercler la zone de la Serra do Taquari. Chaque pas dans la boue était une lutte contre l'épuisement, chaque éclair, une menace de découverte. La nuit ne faisait que commencer et le destin de la Fazenda das Gameleiras était suspendu à un fil de cuir et à la volonté d'une femme que tout le monde croyait brisée. La pluie ne s'arrêtait pas. Elle transformait le sol de la Serra do Taquari en un piège glissant qui semblait vouloir avaler Rosa à chaque pas. Ses poumons brûlaient. Elle serrait la mallette contre sa poitrine comme si c'était son propre enfant, sentant le cuir froid et détrempé contre sa peau. Derrière elle, les aboiements des chiens n'étaient plus un écho lointain. Ils étaient là, à quelques centaines de mètres, portés par le vent qui hurlait entre les troncs des vieux arbres. Heureux Paraniso. Dans ces fazendas, la vie d'une personne valait moins qu'un sac de café, et le sang versé était vite lavé par la prochaine averse. C'est ça que les puissants appellent l'ordre, mais nous, on sait que c'est de la cruauté pure et simple. Rosa s'arrêta un instant sous un surplomb rocheux pour reprendre son souffle. Ses mains tremblaient. Elle regarda la mallette. Pourquoi l'avocat, le docteur Arnaldo, l'avait-il cachée ainsi? Elle se souvint de sa dernière visite à la maison principale. Il avait l'air terrifié. Il ne touchait à rien, ne mangeait rien, sauf ce que la baronne lui servait elle-même. Et puis, il y avait eu ce bruit de verre brisé dans la bibliothèque, et le lendemain, le bruit du verre brisé. C'était le soir où tout avait basculé. Le docteur Arnaldo avait compris, trop tard, que son vin n'avait pas le goût du raisin, mais celui de la mort amère. Rosa se souvenait avoir nettoyé les éclats au matin, sous le regard fiévreux de la baronne, qui ne quittait pas des yeux le bureau de son défunt mari. Ce que la veuve cherchait, ce n'était pas un souvenir, c'était la certitude que l'avocat n'avait rien laissé derrière lui. Mais l'avocat était un homme de loi, et les hommes de loi savent que les mots s'envolent, tandis que les actes restent gravés dans la matière. Aujourd'hui, dans la boue glacée de la Serra do Taquari, Rosa comprenait enfin pourquoi l'avocat tremblait. Elle n'était plus une simple servante en fuite. Elle portait sur elle la preuve d'un meurtre et d'une trahison qui pourraient nous faire tomber non seulement la baronne, mais tout le système corrompu de la vallée. Les chiens étaient si proches qu'elle pouvait entendre le claquement de leurs mâchoires et le halètement lourd de leurs poumons. Vidal, le régisseur, hurlait des ordres, sa voix ricochant contre les parois rocheuses comme des coups de fouet. Le problème, c'est que Rosa était à bout de force. Son pied heurta une racine et elle s'étala de tout son long dans une mare d'eau croupie. La mallette lui échappa des mains. Pendant une seconde de pur effroi, elle crut la voir disparaître dans l'obscurité du ravin. Elle rampa, les ongles enfoncés dans la terre, pour la rattraper. En la saisissant, ses doigts effleurèrent le fond du cuir. Elle sentit quelque chose de dur. Pas un papier, pas une clé. C'était une forme, un relief caché sous la doublure, froid comme le fer de la forge de Bento. C'est là que le doute l'assaillit. Pourquoi son père, le baron, avait-il attendu d'être sur son lit de mort pour lui rendre sa dignité? Pourquoi l'avoir laissé servir à table, essuyer les crachats de Margarida alors qu'il savait la vérité? La douleur de cette trahison paternelle brûlait plus que la morsure du froid. Elle n'était pas seulement une victime de la baronne, elle était le secret honteux d'un homme qui n'avait pas eu le courage de l'aimer au grand jour. Si vous ne supportez pas ce genre de mensonge bien habillé, abonnez-vous. Ici, on déterre ce que les puissants ont voulu cacher. Et dites-moi en commentaire, cette mallette, selon vous, était-ce un dernier geste d'amour du baron ou une manière de se laver les mains de ses péchés avant l'enfer? Rosa se releva, le visage maculé de boue. Elle n'avait pas le temps pour les regrets. Les torches des mercenaires commençaient à percer le rideau de pluie derrière elle. Ils étaient 5, peut-être 6 hommes, armés jusqu'aux dents. Et Vidal menait la danse. Le régisseur savait que s'il laissait Rosa s'échapper, la baronne le ferait pendre à la place de la servante. C'était une course où le perdant n'avait pas droit à une tombe. Soudain, le sentier s'arrêta net. Devant Rosa, le Ribeirão das Almas grondait, gonflé par l'orage. L'eau était noire, furieuse, charriant des troncs d'arbres et des débris. Le pont de corde, vieux de 20 ans, oscillait dangereusement sous les assauts du vent. C'était sa seule issue. Mais le pont menait vers les terres du capitaine Vidal.
l'homme qui détestait la baronne autant qu'il respectait les titres de propriété. Si elle traversait, elle avait une chance. Si elle restait, elle était morte. Elle s'élança sur les planches pourries. Le bois gémissait. Chaque pas était un pari contre la gravité. À mi-chemin, une planche céda. Rosa bascula dans le vide, ses mains se cramponnant in extremis aux cordes rugueuses qui lui entaillèrent les paumes. La mallette, attachée à sa taille par une cordelette de fortune, balançait au-dessus du gouffre. C'est alors qu'elle entendit un coup de feu. La balle siffla à quelques centimètres de son oreille, déchiquetant une des cordes du pont. Vidal était au bord de la rive, son pistolet encore fumant. Il ne riait plus. Son visage était une marque de haine pure. « Lâche la mallette, Rosa !» cria-t-il par-dessus le vacarme de l'eau. « Lâche-la, et je te promets une mort rapide. Sinon, je laisse les chiens finir le travail. » Rosa regarda l'eau déchaînée sous elle, puis elle regarda Vidal. Elle vit dans les yeux du régisseur une peur qu'elle ne connaissait pas. Ce n'était pas la peur de la mort, c'était la peur de la vérité. Et c'est là qu'elle comprit. Ce qu'elle tenait n'était pas seulement un document, c'était une arme capable de détruire le monde de Margarida pierre par pierre. Elle se hissa de nouveau sur le pont, ignorant la douleur qui lui déchirait les épaules. Un deuxième coup de feu retentit, mais cette fois, Vidal visa le pont lui-même. Il voulait couper la retraite de Rosa, quitte à la voir se noyer. Les planches commencèrent à se détacher. Le pont bascula latéralement. Rosa se jeta en avant, les doigts effleurant la rive opposée au moment même où la structure s'effondrait dans le courant déchaîné. Elle était de l'autre côté. Mais elle était seule dans le noir, et les mercenaires de la baronne connaissaient les gués plus bas dans la rivière. Ils traverseraient. Ce n'était qu'une question de minutes. Rosa s'enfonça dans les fourrés, cherchant désespérément un abri. Elle tomba sur une petite cabane de chasseurs abandonnée, à moitié dissimulée par les fougères géantes. À l'intérieur, l'air était sec et sentait la vieille fourrure. Rosa s'effondra au sol, le corps secoué de spasmes. Elle devait voir. Elle devait savoir ce qui rendait cette mallette si précieuse. Elle tâta de nouveau le fond du cuir, elle sentit la petite serrure cachée, celle que seul le médaillon de fer pouvait ouvrir. Mais elle n'avait pas besoin d'ouvrir la mallette pour comprendre le secret. Elle approcha le cuir d'une faible lueur de lune qui passait à travers le toit percé. En frottant la surface avec de la cendre de l'âtre éteint, une forme commença à apparaître. Ce n'était pas un écrit, c'était une gravure. Le sceau de la famille du baron inversé, sculpté directement dans le cadre métallique interne de la mallette. L'avocat n'avait pas seulement transporté un papier, il transportait la matrice originale, la marque qui validait tous les actes de la région. Mais le choc fut ailleurs. En examinant de plus près la gravure, Rosa vit des taches sombres que la pluie n'avait pas effacées, des taches brunes, sèches, du sang, le sang du docteur Arnaldo. Il avait lutté pour cette mallette avant de mourir. Et sur le cuir, près du sceau, il y avait une inscription griffonnée à la hâte, à peine lisible, « Le poison est dans le sucre ». Rosa comprit alors l'ampleur de la folie de la baronne. Margarida n'avait pas seulement brûlé le testament. Elle avait tué l'homme de loi pour couvrir un crime encore plus grand. Mais qu'y avait-il de si terrible dans ces terres pour justifier autant de sang? Rosa se souvint des paroles de son père sur son lit de mort. « Les gammes Leiras cachent au plus que du café, Rosa. Elles cachent la fin de notre nom. » Elle n'eut pas le temps d'enquêter davantage. Un craquement de branches à l'extérieur lui fit dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas un animal. C'était le bruit régulier, mesuré, de quelqu'un qui ne voulait pas être entendu. Vidal avait-il déjà traversé? Ou était-ce l'un de ces mercenaires qui connaissaient la forêt comme leur poche? Elle éteignit sa respiration, serrant la mallette contre elle. Le silence dans la cabane devint étouffant. On entendait le goutte à goutte de l'eau sur le sol de terre battue. Et soudain, une voix basse, presque un murmure, s'éleva juste derrière la porte de bois vermoulu. « Je sais que tu es là, Rosa. La baronne t'a sous-estimé, mais moi non. Donne-moi ce que tu as trouvé, et je te laisserai partir. Je n'ai aucune loyauté envers cette femme, seulement envers l'or. » Ce n'était pas Vidal, c'était l'un des mercenaires, un homme dont elle ne connaissait pas le nom, mais dont elle reconnaissait la menace tranquille. Rosa regarda autour d'elle. Il n'y avait pas d'autre issue. Elle était prise au piège. Mais dans l'obscurité, ses yeux tombèrent sur une vieille lampe à huile posée sur une étagère. Elle n'était pas vide. L'homme poussa doucement la porte.
Elle gronça sur ses gonds. Rosa se tint prête. Elle savait que le feu ne pouvait pas détruire la marque du fer, mais il pouvait très bien servir de diversion. Le mercenaire entra, son couteau brillant dans la pénombre. Il ne vit pas Rosa tout de suite. Il cherchait la mallette. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Rosa n'était plus la servante tremblante qu'il avait vue à la ferme. Elle était une femme qui n'avait plus rien à perdre, et une femme sans rien à perdre est la créature la plus dangereuse de la Serra do Taquari. Elle s'élança, non pas vers la porte, mais vers l'homme avec une rage que des années d'oppression avaient alimentée. Le choc fut brutal, et dans la lutte, la mallette tomba de nouveau, révélant un secret que même Rosa n'avait pas encore soupçonné. Car sous le cuir, il n'y avait pas que du fer. Il y avait une trahison qui remontait à des générations. L'acier a mordu le bois de la porte, juste à quelques centimètres du visage de Rosa. Le mercenaire ne s'attendait pas à ce qu'une servante épuisée et affamée ait encore la force de se battre. Mais Rosa ne se battait pas seulement pour sa vie. Elle se battait pour chaque coup de fouet qu'elle avait reçu, pour chaque insulte, pour chaque nuit passée dans le froid du dortoir, pendant que la baronne dormait dans la soie. L'homme s'écrasa contre la table branlante, renversant la vieille lampe à huile. Le liquide inflammable se répandit sur le sol de terre battue et de paille sèche. En un instant, une ligne de feu lécha les murs de la cabane. La lueur orange dansa sur le visage balafré du mercenaire, qui lâcha un juron avant de se jeter à nouveau sur elle. Rosa utilisa la mallette comme un bouclier. Le choc fut sourd. Elle sentit la structure métallique interne résister. Le problème, c'est que le feu se propageait vite. La fumée commençait à piquer les yeux et à remplir les poumons. Rosa savait qu'elle n'avait que quelques secondes avant que la cabane ne devienne un cercueil de flammes. Elle poussa de toutes ses forces, utilisant le poids de la mallette pour déséquilibrer son agresseur. L'homme glissa sur l'huile, ses mains cherchant désespérément un appui. Rosa n'attendit pas. Elle se rua vers la porte, traversant le rideau de fumée. À l'extérieur, l'orage s'était calmé, laissant place à une brume épaisse qui collait à la peau. Rosa s'enfonça dans les fougères, le cœur cognant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Elle s'arrêta à une distance sûre et regarda la cabane s'embraser. Dans le silence de la forêt, elle entendit le mercenaire hurler, cherchant la sortie à travers le brasier. Elle ne ressentit aucune pitié. Elle ne ressentait plus que le poids froid de la vérité contre son flanc. Si vous n'acceptez pas que la vérité soit enterrée par l'argent, abonnez-vous. Ici, on ne lâche rien. Et dites-moi en commentaire, est-ce que le baron savait pour le passé de Margarida, ou était-il lui aussi une marionnette dans ce théâtre de cruauté? Elle s'assit au pied d'un immense jatoba et, les mains tremblantes, examina à nouveau la mallette. La chute et le combat avaient forcé l'un des coins du cuir. Une petite fente s'était ouverte, révélant une épaisseur que Rosa n'avait pas remarquée auparavant. Elle glissa ses doigts dans l'ouverture et en tira un morceau de parchemin jauni plié en 4. Ce n'était pas le testament. Ce n'était pas l'acte d'affranchissement. C'était un acte de mariage, mais pas celui qu'elle imaginait. Le document datait d'il y a 30 ans, en provenance de Lisbonne. Il attestait de l'union de Margarida avec un certain Manuel de Oliveira, un commerçant de tissus. Rosa resta pétrifiée. Si Margarida était déjà mariée au Portugal et que son mari était toujours vivant au moment où elle avait épousé le baron, alors son mariage à la Fazenda das Gameleiras n'avait aucune valeur légale. Margarida n'était pas une baronne. Elle n'était qu'une imposture, une bigame qui avait infiltré la noblesse brésilienne par le mensonge. Tout devenait clair. La panique de Margarida, le meurtre de l'avocat, la traque acharnée de cette mallette. Ce n'était pas seulement une question de terres ou d'héritage. C'était une question de survie sociale et de prison. Si ce papier arrivait aux mains du capitaine Vidal, Margarida perdrait tout, son titre, sa maison et sa liberté. Elle finirait ses jours dans une cellule sombre, dépouillée de son arrogance. Mais Rosa sentit une vague de froid l'envahir. Elle comprit soudain que le baron, son père, avait gardé ce document pendant des années. Il savait. Il avait utilisé ce secret pour tenir sa femme en respect, pour la forcer à rester à ses côtés dans une parodie de mariage. Ils s'étaient mutuellement torturés, et Rosa avait été le témoin silencieux de cette guerre invisible. « Le prix de la vérité est toujours payé par les innocents », murmura-t-elle, repensant à Mestre Bento, qui souffrait probablement en ce moment même à cause d'elle. Soudain, le silence de la forêt fut brisé par le claquement d'une branche sèche. Rosa se figea.
Ce n'était pas le mercenaire de la cabane. Le bruit venait de l'autre côté, du sentier qui menait directement au village. Une silhouette apparut dans la brume, haute et menaçante. À la lueur d'une lanterne, elle reconnut le chapeau à large bord et la stature massive du régisseur Vidal. Il ne courait pas. Il marchait lentement, avec la certitude d'un prédateur qui sait que sa proie n'a plus nulle part où aller. Il tenait son fouet dans une main et son pistolet dans l'autre. « Rosa, dit-il d'une voix calme, presque amicale, tu as fait preuve de beaucoup de courage, trop pour une fille de ton rang. Mais la forêt s'arrête ici, et ma patience aussi. » Rosa serra le parchemin contre elle. Elle savait qu'elle ne pourrait pas le semer à nouveau. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Mais alors qu'il s'approchait, elle remarqua quelque chose sur la veste de Vidal. Une tache de sang frais et une petite clé qui pendait à son cou. Une clé qu'elle avait déjà vue ailleurs. C'était la clé du bureau secret du baron. Vidal n'était pas seulement le chien de garde de la baronne, il fouillait lui aussi les secrets de la famille. « Tu penses que tu vas lui apporter ça ?» demanda Rosa, sa voix étonnamment stable. « Tu penses qu'elle te récompensera une fois qu'elle aura ce papier ? Elle te tuera dès que la vérité sera détruite, Vidal. Tu en sais trop, tout comme l'avocat. » Vidal s'arrêta. Un doute passa dans ses yeux, rapide comme une ombre. C'était la faille que Rosa attendait. Le problème, c'est que Vidal n'était pas un homme qui se laissait mener par les émotions. Il arma son pistolet. « Peut-être, mais en attendant, c'est toi qui vas mourir. » Au moment où il allait presser la détente, un grondement sourd retentit, mais ce n'était pas le tonnerre. C'était le galop de plusieurs chevaux qui approchaient à toute allure. Des cris d'hommes et le cliquetis de sabres déchirèrent l'air. Vidal se retourna brusquement, surpris. Qui pouvait patrouiller dans la serra d'Otaquari à cette heure de la nuit? Rosa vit une chance de s'échapper, mais elle vit aussi quelque chose qui la glaça. La baronne Margarida elle-même. Montée sur un cheval noir arrivant en tête de la troupe. Elle n'avait pas attendu les résultats. Elle était venue finir le travail elle-même. La baronne Margarida ne ressemblait plus à la grande dame qui buvait son thé dans de la porcelaine fine, entourée de serviteurs obséquieux. Ses cheveux s'échappaient de son chignon en mèches grasses. Ses vêtements de soie étaient tachés d'une boue noirâtre, et ses yeux étaient ceux d'une bête acculée, prête à mordre pour ne pas mourir. Elle sauta de son cheval avant même qu'il ne s'arrête, manquant de s'étaler dans la terre trempée. Elle se moquait bien de son élégance maintenant. Tout ce qu'elle voyait, c'était cette mallette de cuir noir entre les mains de Rosa. Cet objet qui contenait assez de venin pour détruire son empire de café en une seule seconde. « Vidal !» hurla-t-elle, la voix cassée par une rage qui n'avait plus rien d'humain. Pourquoi est-elle encore debout? Pourquoi ce sac n'est-il pas déjà entre mes mains? Je ne vous paie pas pour regarder les arbres pousser. Vidal, le régisseur, ne répondit pas tout de suite. Il restait figé, le pistolet à la main, mais son regard faisait la navette entre Rosa et la baronne. Il sentait physiquement que le vent venait de tourner. Il avait entendu les paroles de Rosa sur le mariage clandestin au Portugal, et le doute, ce poison lent et glacé, commençait à faire son travail dans son esprit brutal. Si Margarida n'était pas la veuve légitime du baron, elle n'avait plus aucun titre. Et si elle n'avait plus de titre, elle n'avait plus d'argent. Le régisseur resserra sa prise sur la crosse de son arme, mais il ne visait plus seulement la servante. Il commençait à calculer le prix de sa propre peau. Rosa, de son côté, sentait une force nouvelle couler dans ses veines, plus chaude que le sang. L'indignation qu'elle avait étouffée pendant 24 ans, chaque fois qu'elle devait baisser la tête ou subir un affront, bouillait enfin en elle. Elle voyait ces deux monstres se déchirer pour des lambeaux de pouvoir, alors que le souvenir de l'avocat empoisonné et de maître Bento torturé flottait dans l'air saturé d'humidité. « Vous n'aurez rien, madame, » dit Rosa, sa voix tranchante comme un couperet de cuisine. « Ni les terres, ni les esclaves, ni ma vie. Ce papier dit qui vous êtes vraiment, une imposture, une étrangère qui a volé le lit d'une autre. » La baronne s'arrêta net. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que le tonnerre qui continuait de gronder au loin. Les mercenaires derrière elle échangèrent des regards inquiets, leurs mains crispées sur les brides de leurs chevaux. Ils n'étaient pas payés pour affronter des fantômes ou des scandales judiciaires, ils étaient là pour un sale boulot rapide et discret. Mais là, le secret venait de sortir du sac, et une fois que la vérité est dite à haute voix dans la serra d'Otaquari, elle ne peut plus être enterrée. C'est là que Margarida fit une erreur fatale.
celle que font tous les tyrans quand ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Au lieu d'essayer de négocier ou de fuir, elle sortit un petit pistolet de voyage de sa poche de selle. « Tuez-la » glapit-elle. « Tuez-les tous s'il le faut, mais récupérez ce cuir. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le bruit des sabots qui approchaient n'était pas seulement celui de sa propre escorte. Vers la route du village, d'autres lumières percèrent la brume. Des torches, des dizaines de torches qui montaient vers la montagne. Maître Bento, malgré ses côtes brisées et son corps meurtri, avait réussi à ramper jusqu'à la limite de la propriété pour alerter les hommes du capitaine Vidal, le juge de paix. Sauf que la baronne n'avait aucune intention d'attendre que la loi arrive. Elle se jeta sur Rosa avec une férocité animale, les mains tendues comme des griffes pour étrangler la servante. Les deux femmes roulèrent au sol, s'enfonçant dans la boue fétide et les épines de ronces. Dans le choc, la mallette vola à quelques mètres, heurtant une pierre. Le cuir craqua, se déchirant complètement sous la violence de l'impact. Et c'est là qu'un nouvel objet apparut, quelque chose que personne, pas même l'avocat, n'avait mentionné, une médaille d'or massif avec le sceau impérial, caché dans le double fond. La tension était à son comble. Vidal allait-il tirer pour protéger sa maîtresse ou pour se racheter? Les villageois arriveraient-ils avant que le sang ne soit versé? Rosa sentait les mains de la baronne se serrer autour de sa gorge, l'air commençait à lui manquer, mais ses doigts rencontrèrent une pierre pointue au milieu de la boue. Au moment où elle allait frapper, un coup de feu partit, éclairant la scène d'un flash aveuglant. Un cri déchira la nuit, mais ce n'était pas celui de Rosa. Le plus grand secret des Gamlaïra venait de révéler son dernier visage, et ce visage allait tout changer. Car la médaille n'était pas un simple bijou, c'était la preuve d'une dette que l'empereur lui-même ne pourrait pas ignorer. La détonation a fait trembler la brume, un son sec qui a déchiré le rideau de pluie. Ce n'était pas Rosa qui s'écroulait, mais le régisseur Vidal, touché à l'épaule par un tir venu des bois. Le capitaine Vidal, le vrai, celui de la loi, venait de surgir de l'obscurité avec une douzaine d'hommes en uniforme, les fusils épaulés. La baronne Margarida, encore à califourchon sur Rosa, lâcha prise brusquement, ses mains couvertes de boue et de sueur tremblant de rage et d'effroi. Elle regarda autour d'elle, réalisant que le piège venait de se refermer sur elle et non sur la servante. Rosa toussa violemment, l'air s'engouffrant enfin dans ses poumons brûlés. Elle ne regardait pas le sang de Vidal qui tachait l'herbe, ni les canons de fusil braqués sur la Seine. Ses yeux étaient fixés sur cette médaille d'or qui brillait au milieu du cuir déchiré de la mallette. Pour elle, ce n'était pas de la richesse. C'était le poids de toutes les années de silence de son père. Le baron n'avait pas été seulement un lâche. Il avait été un stratège de l'ombre. Il savait que sa femme détruirait tout après son dernier souffle. Cette médaille, c'était le sceau de l'ordre de la Rose, une distinction impériale rarissime. Mais il y avait plus. Un petit billet de parchemin glissé derrière le métal, écrit de la main même du baron, avec une écriture tremblée mais ferme. « Pour ma fille, Rosa. La propriété est sous la garde de la couronne. » Le silence qui tomba sur la clairière était lourd de conséquences. Le capitaine Vidal s'approcha, ramassa la médaille et le papier avec une lenteur calculée. Il regarda la baronne, qui essayait de se relever en lissant ses vêtements déchirés, tentant de retrouver un reste de dignité dans la fange. Mais la dignité ne tient pas debout quand on est couverte de la boue de ses propres crimes. « Madame, » dit le capitaine d'une voix qui fit reculer les mercenaires restants, « vous n'êtes plus rien ici, ni propriétaire, ni veuve, ni baronne. Vous n'êtes qu'une suspecte. » Margarida tenta de hurler, de nier, de crier que tout cela était une mise en scène orchestrée par une servante voleuse. Mais la médaille parlait plus fort qu'elle. C'était la preuve ultime que le baron avait placé ses terres sous la protection directe de l'empereur pour protéger son héritière légitime. La vente que Margarida préparait en secret pour éponger ses dettes de jeu et de luxe n'était pas seulement une fraude, c'était un acte de haute trahison contre l'État. Le visage de la baronne se décomposa, ses traits se creusant sous le choc de la réalité. Elle comprit soudain que le feu qu'elle avait allumé dans la cheminée n'avait été que l'étincelle de sa propre ruine. Mais alors que tout semblait toucher à sa fin, Vidal, blessé mais encore lucide, laissa échapper une dernière phrase empoisonnée entre deux gémissements de douleur. « Vous avez la médaille, capitaine. Mais savez-vous où se trouve la clé du coffre de Rio? C'est elle qui contient la reconnaissance de dette signée par le baron pour sauver la tête de son épouse.
Le problème, c'est que la vérité avait encore une couche de mensonge à peler. Rosa comprit que pour libérer totalement les Gemleras, elle allait devoir affronter le passé criminel de sa propre mère, un secret que la baronne gardait comme sa dernière munition. La justice était proche, mais elle demandait un dernier sacrifice que personne n'avait prévu. La baronne Margarida était traînée dans la boue qu'elle méprisait tant, arrêtée pour fraude, bigamie et l'empoisonnement du docteur Arnaldo. Elle a fini ses jours dans l'indigence totale, derrière les barreaux d'une prison de Rio de Janeiro, oubliée de tous. Rosa, désormais propriétaire légitime de la Fazenda das Gameleras, a brisé les chaînes de tous les captifs, transformant la terre de souffrance en une coopérative de liberté. Maître Banto a retrouvé sa forge, non plus comme serviteur mais comme l'homme de confiance qui a protégé le destin d'une héritière. Le feu n'a brûlé que vos mensonges, madame, car cette marque-là est éternelle, a simplement lancé Rosa alors qu'on emmenait la baronne enchaînée sous les huées du village. La marque du fer avait survécu aux flammes et le nom du baron de Trerios avait enfin trouvé sa digne héritière. Abonnez-vous. Ici, on déterre ce que les puissants tentent d'enterrer. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que tout le monde à la ferme savait la vérité sur la naissance de Rosa ou que chacun a simplement choisi de fermer les yeux pour survivre? La cupidité aveugle ceux qui se croient au-dessus des lois, mais le crime laisse toujours une trace indélébile que le coupable finit par oublier de nettoyer. Le feu n'a brûlé que les mensonges, la vérité, elle, est éternelle.